Je peux commencer? Oui? Mais souviens-toi que nous sommes fragiles. Nous en avons parlé entre nous la nuit dernière. Nous avons finalement convenu que nous ne voulions pas nous ridiculiser. Nous n'en avons pas la prétention. Prétendre au ridicule serait un peu fort de café. Comme diraient les Verdurins. Que nous ne connaissons pas. Car nous sommes de la classe moyenne. Disons classe moyenne supérieure. Plutôt dans le haut du panier. Quoique, Nous ne sommes pas à l'abri de la dégringolade. une seule faute de goût et badaboum. Badaboum est peut-être une expression des Verdurins d'ailleurs. Ça nous étonnerait pas. Le risque est ce Verdurin qui revient au galop. La peur du ridicule est peut-être ridicule, mais c'est une précaution en ces temps incertains. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trop en demander sur le bon ton, de bon goût. Car qui sommes-nous? Et nous avons décidé de nous contenter d'un ton gentil. Nous aimons les gens gentils. Même si nous avons appris, sinon à aimer, du moins à respecter, voire à supporter les gens pas très gentils, nous préférons les gens gentils. Nous savons que des gens gentils peuvent s'exprimer sur un mauvais ton et que des gens pas très gentils peuvent s'exprimer sur un bon ton. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un, même de gentil, nous parle sur un mauvais ton. Hier, ton ton n'était pas conforme à ce que nous pouvons encaisser de ta part. Nous encaissons le mauvais ton des gens pas très gentils, voire des gens aisés. Mais nous n'encaissons pas ce ton-là de ta part. Quelqu'un d'aisé peut avoir un mauvais ton de bon ton que nous encaissons, bien que ce ne soit pas très gentil, mais pas quelqu'un comme toi. Car tu n'es pas parmi les plus aisés. Tu le fus, cependant, à un certain moment. Tu fus encore plus riche que bien des gens aisés. Tu eus une grosse bagnole. Et beaucoup de loisirs. Tu coupais les tomates avec un coupe-tomate. Tu servais des poissons dans des plats à poissons en forme de poisson. Tu prenais les escargots avec une pince à escargot. Et le sucre avec une pince à sucre. Tu avais un sèche-linge pour ne plus t'emmerder avec les pinces à linge. Tu ne comptais jamais. Tu vivais largement au-dessus de nos moyens. Tu avais un Karcher et un chien très cher. Tu nous snobas. Nous fûmes contents pour toi. Et puis tu divorças. Ce qui nous attrista. Tu perdis pas mal de pouvoir d'achat. Tu refumas, d'ailleurs. Tu dormis dans les bois, à un moment donné, On aurait dit une bête. avec des poils et des ongles longs et pointus comme des griffes et des cheveux sauvages. Vivant dans la nature, tu n'avais plus ton aisance culturelle. Mais nous nous réjouissâmes. Et nous nous réjouîmes aussi, car tu revins au galop avec ton naturel. Un naturel gentil. Nous en avons parlé entre nous dans la nuit et nous avons reconnu ta nature gentille. Et c'est ce que nous devons d'abord te dire, avant que tu prennes la parole. Que tu es quelqu'un de gentil. De très gentil même. Nous en avons discuté la nuit dernière. Et nous avons conclu que c'était bien ton ton. Pas très gentil. Qui nous avait, disons, perturbés. De la part de quelqu'un, au fond, de gentil. Et même de très gentil. Ça nous a perturbés à l'unanimité. Nous ne pouvons pas encaisser tout et n'importe quoi sur n'importe quel ton de la part de quelqu'un de très gentil comme toi. Nous sommes en effet, comme nous l'avons dit, des êtres fragiles.
Nous avons des névroses. Entre autres choses. Nous traînons des casseroles. Nous sommes poursuivis par des souvenirs obscurs. Nous avançons comme nous pouvons dans le bruit infernal de l'idéologie. Nous vivons dans la peur de nos pathologies. Nous faisons tout pour avoir l'air normal. Nous redoutons l'hospitalisation. Nous avons développé des mécanismes d'adaptation, mais leur efficacité n'est pas de 100%. Disons 80. Ou 60, ça dépend. Soyons honnêtes, putain, nous ne savons pas combien. Disons que nous avons tendance à perdre un petit peu les pédales. Il faut le reconnaître. Plus d'une fois, nous fondâmes en larmes Et fondîmes aussi. pour un cheval qui tombe, ou un poisson qui crève. Nous nous amourachions facilement de chatons et de poulets fermiers. Ils nous attendrissaient comme des petits bébés. Nous n'étions pas en état de supporter l'innocence des poulets, qui ne nous ont rien fait, que nous mangions donc sans aucune raison, puisque nous les aimions. Nous avons tendance à aimer les bébés comme des petits poulets. Oui. Nous sommes trop sensibles. Nous ne savons pas pourquoi la raison nous échappe. Voilà, c'était donc un extrait de Parle de Noémie Le Ferragram. Alors c'est un spectacle qu'on joue en ce moment à la Manufacture des Abbesses, petit théâtre indépendant à Montmartre. On le joue depuis 4 semaines et encore pour 2 semaines, avec un bel accueil public et critique. On a eu un papier dans Télérama avec 2 T qui nous a beaucoup réjouis, et un papier dans le Nouvel Obs. Comme on le joue à la Manuf en ce moment, on ne pouvait pas amener tous les éléments de notre scénographie, dont j'ai quand même envie de parler un peu parce que j'ai l'impression que ça nous permet d'apercevoir un peu mieux qui sont ces êtres étranges, énigmatiques que vous avez pu là entre-apercevoir. Dire quelques mots du décor dans lequel ce spectacle se donne à voir. Le décor est entièrement composé de mobilier intégralement transparent, c'est du verre, c'est du plexiglas, ce qui permet de prolonger quelque chose de la fragilité de ces personnages, leur très grande fragilité, et aussi de leur transparence. On leur voit vraiment à travers. Et autre élément scénographique dont j'ai envie de parler, c'est le fait que le spectacle se déploie
dans une sorte de grande boîte blanche, en fait, au début du spectacle, ils étendent leur linge, de grands draps blancs, c'est des draps anciens, qu'ils étendent sur une corde à linge qui fait le tour du plateau, ce qui est une manière pour eux à la fois de montrer avec une certaine joie la blancheur de leur linge et quelque chose de leur pureté, de leur innocence. Et en même temps, faisant cet étendage de linge, ils ne perçoivent peut-être pas qu'ils sont en train de s'enfermer dans une boîte blanche, parfaitement aveugle à tout ce qui est au lointain, tout ce qui est ailleurs, tout ce qui relève de l'altérité, une altérité qui a l'air de beaucoup les angoisser, raison pour laquelle sans doute ils la font disparaître ou ils la font taire, cette altérité. Parle, ça raconte l'histoire d'une petite famille qui se réunit à la campagne pour faire un inventaire. Il s'agit de se répartir un héritage. Et normalement, c'est plutôt pas trop compliqué de se répartir un héritage, mais pour cette famille-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils appartiennent à ce qu'ils appellent eux-mêmes la classe moyenne supérieure, qu'on peut préciser comme étant en fait la petite bourgeoisie intellectuelle. Classe sociale, évidemment, cultivée, qui a lu Proust et Flaubert, mais aussi Deleuze, Foucault, Marx, et qui revendique d'avoir beaucoup d'esprit et peu d'appétit pour les choses matérielles. Donc l'héritage est censé ne pas trop les intéresser. Et malgré tout, la question de savoir qui aura les petites cuillères en argent est une question tout à fait récurrente qui les obsède et qui est à l'origine d'une sorte de fragilisation majeure dans le groupe, parce qu'il faut décider qui aura les petites cuillères en argent, et le problème est d'autant plus aigu qu'il y a un des membres de la famille qui ne s'exprime pas, qui n'a pas pris la parole et dont on ne sait pas donc si elle veut ou pas ces putains de cuillères, comme ils disent eux-mêmes. Alors on aperçoit qu'il y a dans le spectacle quelque chose de l'ordre d'une satire sociale, il y a un geste politique dans ce spectacle, d'épingler ces personnages et cette classe sociale, cette petite bourgeoisie intellectuelle, qui est si proche de nous et de vous, nous les artistes en plateau, vous les spectateurs, les gens du théâtre, les théâtreux en général, sont de cette classe sociale-là, très cultivée, très sensible, très humaniste, très consciente des désastres qui frappent le monde, et en même temps essentiellement occupée à parler, sans parvenir forcément à agir, transformer, bouger des choses du monde et de soi-même. Et donc, épingler cette classe sociale au théâtre, c'est un geste un petit peu délicat parce qu'il s'agit de se regarder nous-mêmes à la fois dans une position critique et en même temps avec de la tendresse et de l'empathie. Et le choix des perruques nous permet ça, à la fois d'avoir un rapport un peu au burlesque de ces personnages, d'oser montrer leur ridicule, leur travers, et en même temps enlever la perruque à la fin et baisser les lumières et vous faire apparaître vous dans la lumière permet, en image finale, de saisir que eux, c'est nous, c'est vous, c'est nous, qu'on a bien ri pendant 1h15. Le spectacle est assez drôle, on se marre beaucoup, mais à la fin, quand on enlève les perruques, on se marre un peu moins parce que quelque chose s'aperçoit de notre parenté très grande avec ces gens-là. Alors trouver l'équilibre donc entre la charge critique et la tendresse a été l'enjeu de notre travail. En répétition, on a beaucoup réfléchi à ça. On est une compagnie avec une grande profondeur historique, si je puis dire. Ça fait plus de 20 ans que la compagnie existe. Avec certains acteurs qui sont là depuis le début, depuis 2003, et puis d'autres acteurs qui sont d'une arrivée plus récente et néanmoins quand même plutôt ancienne, 2016, 2019. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on est une équipe qui a le souci de cultiver l'intelligence collective. En répétition, on a vraiment une écriture une mise en scène qui s'efforce à une pensée collective, à réfléchir tous ensemble à ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est intéressant. Le fait que moi-même, la metteuse en scène, je sois embarquée en plateau avec eux comme comédienne, ça me met évidemment à égalité d'impuissance avec les acteurs. On est à l'intérieur d'une forme dans laquelle on peut être un peu aveugle, mais l'égalité d'impuissance, ça produit aussi quelque chose comme une égalité de responsabilité dans la manière de penser ensemble le geste, ce qu'on cherche à dire et comment on veut le dire.
Alors cette compagnie-là, qui existe depuis 20 ans, elle se consacre exclusivement à l'écriture contemporaine, que ce soit des textes que j'écris moi-même ou des textes qui existent déjà. Ce sont toujours des écritures contemporaines. C'est une compagnie qui a le souci de proposer un théâtre politique dans le sens où il s'agit de réfléchir sur les structures du monde contemporain, de réfléchir dans un geste critique sur ces structures, mais pour nous, la critique n'est pas associée à exclusivement la colère, la dénonciation et le malheur. Pour nous, la critique s'exerce dans la joie, avec la recherche toujours de formes ludiques pour nous et qui peuvent faire circuler de la joie vers le public. On s'inscrit dans l'héritage de Brecht, évidemment, qui affirmait qu'il était possible de proposer une étude gaie et combative. Alors voilà, la gaieté et la combativité, je crois que c'est des éléments qui nous tiennent bien ensemble. Le texte de Noémie Lefebvre m'a attrapée. Je ne le lisais pas du tout pour chercher une écriture à porter au plateau. On n'avait même pas encore fini l'exploitation du spectacle précédent, donc je n'étais pas en recherche d'écriture théâtrale du tout, mais ce texte m'a saisie dans sa puissance. Il se présente sous la forme d'une suite d'énoncés, tiret à la ligne, tiret à la ligne, tiret à la ligne. Il n'y a pas de personnage, c'est pas du théâtre, c'est un dispositif littéraire, purement littéraire. Il y a une seule réplique au début qui est en italique, je peux commencer, et ensuite toutes les autres répliques sont en caractères normaux. Donc on sent qu'il y a une parole à part, qu'on a située là-bas, au lointain, et le reste des énoncés, il a fallu les ventiler, les distribuer pour faire advenir quelque chose comme des incarnations, des personnages, avec chacun leur histoire, leur psychologie, leur position dans le groupe familial, la conflictualité qu'il peut y avoir entre eux. Et ça fait partie... Bon, moi, j'ai fait la première ventilation, la distribution avec 4 grands personnages. Et ensuite, en répétition, évidemment, l'un des enjeux, ça a été la vérification de la justesse de ses attributions. Quand mieux on comprenait notre personnage et cette langue-là, plus on comprenait que non, cette réplique-là, ça ne peut pas être pour un tel, c'est plutôt pour un tel. Et donc, il y a eu un peu de circulation de ces répliques-là, parce qu'au fond, ces répliques-là, c'est une seule et même langue, c'est la langue de ce milieu social, la langue de cette petite bourgeoisie intellectuelle. C'est au fond le grand bain idéologique qui les traversent, et ils ne font que parler cette langue qui passe à travers eux. Ils ne sont pas vraiment les auteurs de ce qu'ils disent. Et c'est ce que je trouve magistral dans ce texte de Noémie Lefebvre. Et c'est en ça qu'elle est vraiment une très grande écrivaine. C'est qu'elle combine un geste politique et un geste littéraire à leur maximum d'efficacité. Elle rentre dans le politique par la littérature, par la question de la langue. Et elle arrive à attraper une classe sociale, et même au fond tout un monde, la blanchité, juste à travers une interrogation sur la langue que parlent ces gens-là. Et comment ils se servent de la langue pour faire taire le monde et éviter de penser vraiment. Parce que ça les mettrait sans doute trop en danger de se mettre à penser vraiment. Alors c'est un spectacle qui ne demande qu'à tourner. On a très, très envie évidemment d'aller à la rencontre des publics. Dans d'autres théâtres que la Manufacture des Abbesses, on est très heureux à la Manufacture des Abbesses, ça fait 10 ans qu'on joue tous nos spectacles là-bas, on fait toutes nos créations, mais donc on joue à Paris, devant des Parisiens, et on rêve. Ce dont on a besoin et envie, c'est d'aller rencontrer d'autres publics dans d'autres théâtres. Donc ce dont nous avons besoin, nous, c'est ça, c'est ou d'autres théâtres à Paris, mais autre chose que la Manufacture des Abbesses, parce que les abonnés de la Manufacture des Abbesses nous connaissent maintenant un petit peu par cœur, ça fait 10 ans qu'on joue là-bas. Donc voilà, c'est ça notre désir. Est-ce que j'ajoute des choses? 30 secondes pour votre présentation, ensuite on passera aux questions de la salle. Alors j'ai fini ma présentation, allons-y pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions dans la salle par rapport à ce que vous avez vu, entendu? On a une première question ici. C'est quel est ce personnage à qui vous parlez? Ça, c'est le chrono de la fin. C'est le chrono de la fin de la présentation. Voilà. Donc là, on commence dans les 5 minutes. Le personnage à qui on parle,
C'est donc cette personne qui dit « je peux commencer » en italique dans le texte, qu'on s'est imaginé, nous, être une petite sœur au fond du jardin qui a été convoquée pour participer à l'inventaire, à la répartition de l'héritage dans cette maison de famille à la campagne. Elle a été convoquée, mais elle ne vient pas dans la maison et elle ne mange plus avec eux. Manifestement, c'est un personnage qui est en rupture avec sa famille. Moi, je me la représente un petit peu comme une zadiste, voilà, une jeune femme plus militante qui a fait rupture avec le modèle bourgeois dont elle est issue et qui s'efforce à un rapport au monde un peu plus actif, un peu plus engagé et qui n'en peut plus de cet usage de la langue que pratique sa propre famille. Et donc, elle est au fond du jardin, parmi les coucous, nous dit-on, et elle ne dit rien. Mais manifestement, hier ou avant-hier, elle nous a mal parlé. Elle nous a parlé d'une manière qui ne nous a pas du tout convenu. Donc nous, le groupe familial ici, n'en finit pas de l'interpeller pour lui dire « vas-y, parle ». Mais pas comme tu as parlé hier. Dis-nous si tu veux les cuillères ou pas, mais parle-nous mieux, parle-nous comme nous, fais le même usage de la langue que nous, en gros. Donc, elle est dans une position d'extériorité, donc il y a un antagonisme qui fait qu'en fait, elle peut même incarner quelque chose de leur surmoi politique. Parce que elle réfléchit, elle a changé, elle est un peu sortie du modèle. Et donc, ils se sentent observés par ce surmoi. Et c'est ça qui fait qu'ils se mettent à déballer la parole de la justification, des références, etc. pour dire mais on est des belles personnes quand même, on est des gens bien, on sent bien qu'on est un peu coupable de plein de trucs, mais on est quand même des belles personnes, on est des gens bien. C'est dans ses yeux à elle, c'est-à-dire dans quelque chose comme un surmoi politique qu'ils ont besoin de le faire entendre. On peut dire que le spectacle frise parfois avec le burlesque aussi, qui a un côté... voilà, qu'on parlait de tendresse pour ces personnages et que la tendresse, elle existe aussi dans le burlesque des personnages, mais aussi des situations par moments. Ouais. Et une autre question, pour revenir pour la salle, je sais pas, oui, est-ce que vous avez d'autres questions qui viennent? Enfin, j'ai pris la parole. Oui. Donc, je vous laisse. Du coup, je vais. Non, ce que l'intérêt, c'est que c'est très clair. C'est limpide en fait. Ah d'accord, oui, il n'y a pas de question parce que tout a été répondu. Voilà, tout a été. Oui, donc peut-être une dernière question. D'un point de vue de l'histoire de la compagnie, vous avez déjà travaillé sur des reprises de textes, des adaptations de textes, de romans. Et pourquoi roman, pourquoi pas théâtre? Alors, roman pas du tout. En fait, oui, il y a une grande pratique de l'adaptation dans cette compagnie. J'ai beaucoup adapté en fait des essais de philosophie politique, en fait. Moi, mes grandes nourritures intellectuelles, je les trouve du côté de la philosophie politique, des essais de Frédéric Lordon, de Bernard Friot, d'André Orléans, des économistes, des sociologues, des philosophes. Ça me nourrit puisque j'ai un rapport politique et critique au monde et j'essaie de transformer cette matière de pensée en une forme très incarnée avec des objets à jouer. Et donc, j'avais adapté un texte de Frédéric Lordon qui s'appelle « Capitalisme, désir et servitude », dont j'ai fait un spectacle qui s'appelait « Bienvenue dans l'angle alpha », avec une grande échelle rouge sur scène. Et voilà, c'était un spectacle très graphique, très visuel, qui s'efforçait de trouver des figures concrètes, matérielles, pour transposer quelque chose de l'élaboration philosophique proposée par Lordon. Mais en fait, la philosophie, elle parle à nos corps, en fait. Elle parle de nos corps, de nos vies, et donc, en fait, il y a moyen de la faire passer dans les corps. Donc on a une longue pratique de l'adaptation plutôt de philo, de sociaux et d'économie. Il est assez rare que je prenne des textes déjà écrits. Mais l'histoire de la compagnie a commencé avec Top Dogs de Urs Widmer, que certains connaissent peut-être, qui est un texte de théâtre très puissant sur le monde des cadres dirigeants, on va dire, des grandes entreprises multinationales. Voilà, on a commencé avec cette écriture qui est une très belle écriture théâtrale, et puis après les chemins. Et donc c'est la première fois en fait que j'adapte un texte de littérature, en fait que je vais chercher ma matière première dans la littérature, et il fallait vraiment que je rencontre l'écriture de Noémie Lefebvre pour que ce soit possible, parce que Noémie Lefebvre, elle a ce geste de
chercher le politique et le littéraire à leur maximum d'efficacité. Et on peut dire que Noémie Lefebvre soutient le spectacle. Ah oui, elle est venue à la première. elle revient dimanche soir. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de voir le spectacle intégral, ça vaut le coup de venir le voir dimanche soir. Et de rencontrer Noémie Lefebvre. Parce qu'elle vient là pour le bord plateau, elle a beaucoup aimé notre travail et donc elle sera là dimanche soir pour faire un bord plateau à l'issue de la représentation pour évoquer ce qu'on fait quand on parle. Merci. Merci beaucoup. Merci.